cette histoire? Est-ce que c'est grave pour le chemin hamiltonien? En prenant un exemple simple. Il y a 3 villes, Paris, Lille et Toulouse. Hein. Donc il y a 6 parcours possibles, puisqu'il faut passer par toutes les villes. Donc en fait, c'est le nombre de permutations de 3 éléments. Hein, à titre, je vous rappelle, normalement, les permutations, c'est donc le fait de changer l'ordre des éléments dans une liste, hein, et il y a n factoriel permutations de n éléments. Pardon. Donc ça, voilà, vous êtes censé le savoir, mais regardez, en fait, il y a Paris, Lille, Toulouse. En fait, Paris, Lille, Toulouse, Toulouse, Lille, Paris, Paris. Alors on pourrait dire que ces 3-là, c'est les mêmes que les 3 de gauche, mais à l'envers, si vous voulez. Hein, c'est la même succession de villes, mais dans l'autre sens. Donc on pourrait supprimer, ça diviserait par 2 le nombre de trajets, mais seulement par 2. Alors c'est une petite optimisation qui ne changera pas grand-chose en fait. Hein. On va passer vite. Maintenant, supposons qu'il y a 4 villes. 4 villes, il y a 24 possibilités. Alors, les villes sont A, B, C, D, et voilà les 24 possibilités qui sont listées. Et de manière générale, comme on disait, hein, en réfléchissant un peu, on voit qu'à chaque fois, s'il y a n villes, pour la ville de départ, on a n choix possibles. Pour la ville suivante, on en a n-1. Donc, pour entre le choix du point de départ, il y a n choix possibles. Le choix de la première étape, vous avez déjà n fois n-1 possibilités. Et puis, pour la troisième ville, il y aura n-2 choix, puisqu'on a déjà éliminé 2, etc., etc. Et jusqu'à la dernière ville, où on n'aura pas le choix, puisque ce sera la dernière, et on pourra aller que là. Donc, ça nous fait bien 1 fois 2, fois petit point, fois n-2, fois n-1, fois n, donc factoriel n parcours possible. Et c'est un nombre factoriel qui augmente très très rapidement. Déjà avec 12 villes, ce qui n'est pas énorme au niveau d'un territoire, hein, ça fait quand même 500 millions à peu près hein, de parcours possibles. Alors pour chaque parcours possible, on peut vérifier assez rapidement que c'est bien, que c'est ou pas un chemin hamiltonien en fait. Malheureusement, ça va être inefficace hein, dès qu'on va arriver à des nombres de villes réalistes, on va se retrouver dans des impossibilités. Par exemple, pour fixer les idées, voici un très grand nombre, c'est l'âge de l'univers, 16 milliards d'années, compté en secondes. Donc on arrondit, ça fait 5 10 puissance 17. Comptons-le en nanosecondes. Imaginez, une nanoseconde, c'est pas grand comme durée, mais bon, une nanoseconde, il y a 1 milliard de nanosecondes dans une seconde, donc si on comptait l'âge de l'univers en nanosecondes, on aurait quelque chose comme 5 fois 10 puissance 26 nanosecondes, c'est l'âge de l'univers. Si on compare, la factorielle de 27, qu'on n'a pas mis dans la liste hein, tout à l'heure, c'est environ 10 puissance 28, et c'est déjà 20 fois plus grand que l'âge de l'univers en nanosecondes. Alors imaginons maintenant qu'on ait une tournée à organiser sur un ensemble de 27 villes. On voudrait savoir s'il existe un chemin hamiltonien. Donc on a, puisqu'il y a 27 villes, hein, on a donc factoriel 27 possibilités. Supposons que chaque trajet soit testé en 1 nanoseconde. L'ordinateur fait un test, peut tester si une suite de 27 villes est ou pas un chemin hamiltonien en 1 nanoseconde. D'accord ? Ce qui est sans doute beaucoup plus rapide que ce qu'il peut faire, mais supposons. Ça veut dire que chaque seconde, on teste 1 milliard de trajets parmi les 27 factoriels possibles. Ça veut dire que l'ordinateur mettrait en gros 20 fois l'âge de l'univers pour examiner toutes les possibilités. Alors on n'a pas pris les chiffres au hasard ici. Un microprocesseur moderne, il peut effectuer environ... Alors en fait c'est plutôt 100, mais c'est pas très important pour la démonstration. Maintenant, enfin, c'est plutôt 100. Et donc disons, on va rester sur 10, c'est pas un gros changement. Un microprocesseur moderne peut exécuter environ, disons, 10 opérations numériques en 1 nanoseconde.
Ok, on peut admettre qu'un programme d'ordinateur bien conçu arrive à tester un trajet de 27 villes dans ce temps-là, c'est-à-dire à peu près en une nanoseconde. D'accord? Donc, comme on l'a vu, il mettrait de l'ordre de 20 fois l'âge de l'univers pour tester tous les trajets. Mais le point, c'est que la technique progresse. Les ordinateurs vont de plus en plus vite. Donc, on peut se dire que notre problème sera bientôt résolu par la puissance des machines. En particulier, il existe une espèce de loi, entre guillemets, une loi de sociologie industrielle, qui s'appelle la loi de Moore, qui dit que la puissance des machines double tous les 18 mois. C'est une loi empirique, c'est un gars qui a énoncé ça il y a un certain temps, et depuis qu'on l'observe, ça semble se vérifier. Sur 30 ans, à peu près. Tous les 18 mois, donc tous les ans et demi, c'est-à-dire qu'elle a pu être vérifiée à peu près 20 fois. Donc si la puissance des machines double tous les 18 mois, ça veut dire qu'en un siècle, elle gagnerait 10 puissance 20, elle irait 10 puissance 20 fois plus vite qu'à l'instant zéro. Par rapport au moment où on mesure, si on double tous les 18 mois, au bout d'un siècle, on aurait environ un ordinateur 10 puissance 20 fois plus rapide qu'au point de départ. Ce qui veut dire que le problème des 27 villes, il pourrait être résolu en 1/10 de seconde si on attend un siècle, dans un siècle. C'est juste que les machines sont 10 puissance 20 fois plus rapides, et comme on avait comme durée totale, on a dit 20 fois l'âge de l'univers, mais là il faudrait 20 fois l'âge de l'univers divisé par 10 puissance 20, alors où est-ce que je l'avais mis? Voilà. Si vous faites ça, 10 puissance 28 divisé par 10 puissance 20, il reste 10 puissance 8 nanosecondes, c'est-à-dire environ 1/10 de seconde. Mais le problème ne sera que déplacé. C'est-à-dire, pour 40 villes, aujourd'hui, c'est même pas envisageable, ça se compte même pas. Mais dans un siècle, si le problème des 27 villes il pourrait être résolu en 1/10 de seconde, il faudra toujours plusieurs fois l'âge de l'univers pour traiter, par exemple, 40 villes. Mais 40 villes, c'est pas beaucoup à l'échelle d'un pays, évidemment. Rapidement sur la loi de Moore, en fait, elle n'a pas été dite exactement telle qu'elle a été formulée. Vous pouvez regarder sur Wikipédia. On dirait qu'elle est à bout de souffle ces temps-ci, parce qu'il y a des limites physiques qui semblent indépassables, mais elle pourrait être relancée grâce au passage à des nanotechnologies qui sont donc à nouveau, qui vont peut-être permettre de miniaturiser encore plus les circuits et de faire des machines encore plus rapides, ou peut-être à cause de la révolution peut-être à venir, on ne sait pas encore, de l'informatique quantique qui permettra d'avoir des machines encore plus rapides. Bref, il y a plusieurs pistes pour avoir des machines plus rapides, mais néanmoins, il n'est pas du tout... il n'est pas fermé, il n'est pas impossible que les machines continuent de doubler de puissance. Ça, c'est donc M. Moore qui a fait ça. Pour de plus grands nombres, c'est pire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais en fait, imaginons, donc le temps passe, et on double la capacité de calcul des machines tous les 18 mois. Au bout d'un certain temps, on sera capable de traiter 100 villes dans un temps raisonnable, disons 1 minute par exemple. Le problème, c'est que pour traiter, pour passer de 100 à 110 villes, il faudrait attendre à nouveau un siècle. Pourquoi? Parce que, en fait, pour augmenter de 10 le nombre de villes, quand on augmente de 10 le nombre de villes, en fait, on multiplie le nombre de possibilités par quelque chose de l'ordre de 10 puissance 20. Donc, vous voyez, en un siècle, on gagne, à ce moment-là, en un siècle, on gagnera juste 10 villes. Et encore une fois, 100 villes, 110 villes, c'est pas non plus des nombres si faramineux que ça. Donc le problème, c'est ça, c'est que les mauvais algorithmes ne profitent pas vraiment du progrès technologique parce qu'en doublant la vitesse des machines, on n'augmente pas tellement la taille des problèmes qu'on peut résoudre. Voilà,
bien sûr, on parle ici du progrès technique normal, évidemment. On ne sait pas ce que ça donnerait à l'ordinateur quantique, c'est pour ça qu'on va laisser passer. Donc je ne vous fais pas faire l'exercice suivant, parce que ça ne se prête pas vraiment là. Ici, vous pouvez réfléchir que, à la question suivante, le log base 10, alors si vous ne vous rappelez pas, hein, le log base 10, c'est donc d'une quantité, hein, c'est la valeur alpha telle que 10 puissance alpha égale x. Donc autrement dit, c'est la puissance à laquelle il faut élever 10 pour retrouver l'argument qui est là. Quand x est lui-même une puissance de 10, hein, évidemment, on a log base 10 de 10 puissance 8, bah, c'est exactement égal à 8 justement. Donc l'idée, c'est que le log base 10 de x vous donne à peu près combien de chiffres il vous faut, à plus ou moins 1 d'ailleurs, combien de chiffres il vous faut pour écrire le nombre x. 10 puissance 8, il faut 9 chiffres. Donc il faudrait rajouter 1. Donc en gros, pour avoir le nombre de chiffres d'un nombre, c'est donné par log base 10 de n plus 1. Ah, évidemment, il faut prendre la partie entière, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, ceci, ça exprime donc quel est le nombre de chiffres de factoriel n. Ben, c'est donc n fois le logarithme base 10 de n. À peu près. Donc ça se démontre, hein, on peut le faire avec différents outils, on va laisser ça de côté, c'est pas une question directe. Hein, mais ça veut dire en gros que si un nombre est à peu près une puissance de 10, alors si un nombre est à peu près une puissance de 10, alors sa factorielle s'écrit avec exactement oui, c'est ça. Sa factorielle s'écrit avec l'ordre de grandeur de n, multiplié par n, donc encore plus grand. Hop, attends, on va passer directement. Voilà, par exemple, factoriel 100 s'écrit à peu près avec 200 chiffres décimaux. Hein, puisque on a quelque chose comme, on a dit, n fois le logarithme base 10 de 100, le logarithme base 10 de 100, c'est 2, puisque 10 puissance 2 égale 100. Donc il faut 200 chiffres décimaux. Pour écrire factoriel 1000, il faut 3000 chiffres décimaux. Hein, donc, et pour écrire factoriel de 1 million, il faut à peu près 6 millions de chiffres. Donc le nombre, hein, 6 millions de chiffres. On sait qu'un milliard c'est grand, mais il n'y a que 9 chiffres, hein, le 10, pardon. Donc un nombre de 6 millions de chiffres, on n'ose même pas en parler. Ça on peut passer, c'est une anecdote complète. Hop, hop. Voilà, un exemple plus technique. En météo, dans les centrales nucléaires, dans l'étude de l'écoulement de l'air, vous voyez, hein, dans l'extraction de l'air, on résout habituellement de très très gros systèmes d'équations. Et ces problèmes, ils ont tous un point commun avec le circuit hamiltonien, c'est qu'on peut facilement vérifier si une solution candidate, on n'est pas sûr, hein, que ça soit effectivement une solution de l'équation ou pas, et qu'il existe aussi une méthode de résolution brutale qui est très coûteuse et qui s'appelle la méthode de Cramer. Et en fait, son coût est à peu près le même que celui de la recherche du circuit hamiltonien. Hein. Pour résoudre n équations à n inconnues, il faut environ factoriel n opérations. Donc ça, c'est pas terrible. Et vous voyez, la météo s'en sert... elle se pose ce type de questions tous les jours. Mais il se trouve que, contrairement au problème du circuit hamiltonien, il existe aussi un bon algorithme qui nécessite environ n cube opérations. Et c'est l'algorithme dit du pivot de Gauss. Voilà, il est écrit avec la S7, mais c'est le Gauss qu'on écrit aussi comme ceci, en français. Et donc cet algorithme, toute personne qui fait du calcul numérique est amenée à le rencontrer et éventuellement à l'utiliser. Alors, dans quel sens c'est un bon algorithme ? Vous voyez la différence avec la différence avec la méthode de brute force, hein, c'est qu'en un siècle, avec la brute force, on peut passer de 100 à 110 équations, sous l'hypothèse, hein, toujours pareil, hein,
si la vitesse double tous les 18 mois, si ça continue comme ça, on veut dire, alors on pourra passer de 100 à 110 équations en conservant un temps raisonnable. Avec la méthode de Gauss, pour passer de 100 à 110, en multipliant tous les 18 mois, il suffit de 8 mois. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de doubler la vitesse pour passer de la résolution de 100 équations à 100 inconnues à la résolution de 110 équations à 110 inconnues. Et si on attend un siècle, on pourra, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la méthode de Gauss, on pourra passer de 100 à 450 millions. De 100, pas de 100 millions, hein, de 100 tout rond à 450 millions. Pourquoi? Parce que comme le nombre d'opérations dépend du cube de n et pas de sa factorielle, le cube, ça augmente beaucoup moins vite que la factorielle. Et donc l'algorithme profite beaucoup plus des progrès techniques. En fait, c'est la morale de l'histoire.